Bonsoir, chers téléspectateurs, chères téléspectatrices. Bienvenue à l'émission Leadership d'Impact. Et aussi, nous vous souhaitons une meilleure année, un meilleur vœu pour l'année 2025. Que cette année soit une année pleine de succès, pleine de travail, pleine de résultats. Une année qui va apporter beaucoup de changements positifs dans vos vies. Alors, vous êtes toujours avec Isango TV. Isango TV qui est une télévision rwandaise que vous suivez sur Canal+ et sur Star Times. L'émission Leadership d'Impact, vous êtes habitués pour ceux qui nous suivent souvent, mais aussi pour les nouveaux. On vous dit que c'est une émission qui traite des sujets liés à la vie politique, socio-économique de l'Afrique. Ce n'est pas une émission seulement elle est produite au Rwanda, mais elle est suivie partout par différents téléspectateurs de partout en Afrique. Ce soir, nous allons traiter d'un sujet qui est qui apporte souvent des polémiques, parce que c'est un sujet qui souvent regarde d'abord les Africains, parce que selon différents rapports qui sont publiés par Transparence Internationale et d'autres organisations qui s'occupent de la gouvernance au niveau mondial, africain ou même au niveau local, on voit que la corruption qui est un sujet de ce soir, on va parler du rôle des gouvernements africains dans la lutte contre la propagation de la corruption. La corruption, c'est un sujet que la plupart attribuent à l'Afrique. Les gens disent que l'Afrique, c'est le continent le plus corrompu. Mais quand on regarde les rapports publiés par Transparence Internationale, on remarque que, sur la corruption justement, on remarque que ce n'est pas tous les pays qui sont à la première place. Ce n'est pas tous les pays, que ce soit au niveau mondial, que ce soit au niveau africain. Donc, c'est-à-dire que la corruption n'est pas seulement un problème des Africains, mais c'est aussi un problème partout au monde, même si peut-être les degrés de corruption sont différents. Donc, on va analyser ce que les décideurs africains peuvent faire, les gouvernements africains, pour stopper, pourquoi pas, réduire la corruption qui est souvent en Afrique. Nous avons ce soir des invités. Il y a M. Apollinaire Mopigani, il est directeur exécutif de Transparence Internationale au Rwanda, mais récemment, il a été élu au conseil d'administration de Transparence Internationale au niveau mondial. Félicitations, M. Apollinaire, et bienvenue à notre émission Leadership d'Impact de ce soir. Nous avons aussi l'invité, mais qui est aussi Umusangwa en Kinyarwanda, c'est aussi l'enfant de la maison. C'est M. Kanyana Kabale Bernard, il est chercheur, ancien journaliste. Il analyse beaucoup plus des sujets de portée africaine, des sujets qui regardent la géopolitique, socio-économique en Afrique, mais aussi beaucoup plus dans la région. Kanyana, bienvenue. Merci beaucoup, madame. Merci. Alors, on va parler du rôle des gouvernements dans la lutte contre, des gouvernements africains dans la lutte contre la corruption. Mais on va parler aussi vers la fin du rôle des médias, parce qu'il y a des gens qui disent que les médias peuvent jouer un rôle pour détecter, pour dénoncer, il y a beaucoup de choses que les médias peuvent faire. Est-ce que les médias le font? Ou bien ils sont derrière, ou ils ne suivent pas, ou ils ne contribuent pas à la lutte contre la corruption qui est souvent présente dans la plupart des pays africains. Alors ce soir, Apollinaire, avant de commencer, on va savoir, quand on parle de la corruption, on veut dire quoi exactement, et vous allez nous parler brièvement des types de corruption. Merci. Merci Solange, merci de m'avoir invité à participer à cette émission tellement importante pour mon travail. Comme vous m'avez introduit, je m'appelle Apollinaire Mopigani, je suis le directeur exécutif de Transparency International Rwanda, mais aussi je peux m'asseoir
dans cette émission en tant que membre du conseil d'administration de Transparency International. Donc pour répondre à votre question, c'est quoi la corruption? Et il y a différentes façons de définir la corruption selon les différentes parties du monde. Mais d'une manière globale, je peux me baser sur deux définitions. Une qui a été mise par notre réseau, Transparency International. Et la corruption, nous entendons par la corruption par l'abus de pouvoir qui vous est confié à des fins privées. Là, vous entendez que vous avez le pouvoir, vous l'exercez, mais malheureusement, vous l'utilisez à des fins privées. Mais il y a une autre définition qui a été émise par la Banque mondiale, où on définit la corruption par l'abus du pouvoir public pour des gains privés. Et là, la différence entre Transparency International et la Banque mondiale, c'est lié au niveau qui est concerné par la corruption. Pour nous, à Transparency International, nous pensons et nous sommes convaincus que la corruption peut se passer soit dans le secteur privé et public, secteur privé, même dans la société civile, y compris les médias, comme vous l'avez annoncé, madame. Quant aux formes de corruption, ils sont sujets aussi à des discussions. Il y a des endroits où, par exemple, lorsqu'on parle d'une forme de corruption, elle n'est pas partagée par tous, selon que vous êtes les valeurs culturelles, l'acceptent ou ne l'acceptent pas. Mais encore une fois, on va se baser sur des outils globaux, entre autres la Convention africaine de lutte contre la corruption, mais aussi la Convention des Nations Unies de lutte contre la corruption. Les deux outils, l'un régional, la Convention africaine de lutte contre la corruption, et l'autre global, la Convention des Nations Unies de lutte contre la corruption, définissent certaines formes de corruption que je pense peuvent être partagées d'une manière globale ou mondiale. Et entre autres, on parle des pots de vin, connus au niveau dans pas mal de pays. Et les pots de vin, c'est surtout l'argent que la personne est obligée de payer lorsqu'on lui demande, lorsqu'il est en face d'un prestataire de service. L'autre, c'est l'enrichissement illicite, le détournement des fonds publics, le blanchiment d'argent, l'abus de fonction, le favoritisme, le népotisme. Je ne peux pas terminer, même si la liste est longue, sans parler de la corruption liée au sexe, qui est aussi une des formes de corruption punie par certaines législations. Merci beaucoup pour cet éclaircissement, mais j'aimerais savoir, dans toute cette définition, quand on essaie de lire certains rapports, on remarque qu'on parle de petite corruption et de grande. Est-ce que pouvez-vous nous différencier cela? Pourquoi on parle de grande et de petite corruption? Normalement, la différenciation de petite ou grande corruption dépend normalement de la somme, de l'argent impliqué dans cette pratique illégale, mais aussi de la personne qui est impliquée. Normalement, la grande corruption implique les personnes politiquement exposées, comme on a l'habitude de l'appeler, surtout les détenteurs de pouvoir de plus haut niveau. Mais aussi la grande corruption se passe au niveau transnational. Lorsqu'on parle des flux financiers illicites, des détournements des fonds publics pour des paradis fiscaux, par exemple, s'il y a des pouvoirs ou des détenteurs de pouvoir, disons certains chefs d'État africains ou d'autres qui ont l'accès aux ressources nationales, qui les détournent de gros montants, on va y revenir. Le coût de la corruption sur notre continent africain, il s'élève à des milliards de dollars qui sont détournés vers les paradis fiscaux. Là, on parle de la grande corruption. Là, on a les montants qui sont énormes, mais aussi les personnes qui sont impliquées. On a l'habitude de parler des personnes politiquement exposées, c'est-à-dire ils ont le pouvoir, ils sont exposés aussi à prendre, à utiliser ou à abuser leur pouvoir qui leur est confié à des fins privées. Mais d'une manière générale,
pour nous, activistes de lutte contre la corruption, il n'y a pas de petite et de grande corruption. Parce que les effets de la corruption, lorsqu'on les regarde sur l'échelle humaine ou nationale, ils sont dévastateurs. Donc, on ne pourrait pas dire si quelqu'un va chercher un service, je dirais, de santé, des soins de santé, et puis qu'on lui refuse de le soigner ou de la soigner la personne, sous prétexte qu'il doit payer $10. S'il n'arrive pas à payer ces $10, ça peut lui valoir un décès. Ça, c'est un exemple. Donc ça, c'est pas une petite corruption, ça c'est une corruption qui a une incidence extrême, la vie d'une personne parce qu'elle n'a pas pu payer son pot de vin. Donc, dans le jargon des activistes de lutte contre la corruption, c'est vrai que qu'il s'agit des montants impliqués, mais d'une manière générale, la corruption, elle est vraiment grande selon notre entendement. Merci beaucoup, Apollinaire, pour cette précision ou explication par rapport à la définition de grande ou petite corruption. Corruption, que ce soit petite ou grande, vous avez dit qu'elle a un impact qui est négatif toujours sur la personne qui, normalement, devrait être traitée de façon positive, mais qui reçoit peut-être un traitement négatif parce qu'elle n'a pas donné quelque chose pour le droit plutôt qui lui était réservé. Donc, j'aimerais savoir la position du Rwanda par rapport à la corruption. Je sais que récemment, vous avez publié un rapport sur Rwanda Bribery Index et j'ai vu qu'il y a des secteurs que vous avez classifiés. Vous avez dit que la corruption est beaucoup plus présente. Et par exemple, dans le secteur de construction, accès aux permis de construction au niveau du Rwanda. Mais j'aimerais savoir, selon ces rapports, et la position du Rwanda par rapport aux pays de la région et par rapport au niveau mondial. Merci beaucoup, merci de votre question. Normalement, l'outil que nous nous référons, sur lequel on se réfère pour comparer les pays et dans la lutte contre la corruption, c'est l'indice de perception de la corruption qui est produit chaque année par notre réseau mondial Transparency International. L'IPC, c'est connu sous le nom d'IPC. La première publication de l'indice de perception de la corruption a été faite en 1995. Je dirais que depuis que Transparency International a mis au grand public le classement et l'état de la corruption au niveau global, ça a réveillé les consciences des citoyens d'abord qui sont victimes, mais aussi des pouvoirs publics qui sont responsables de l'octroi d'un service équitable sans corruption. Donc si on regarde le Rwanda au niveau de l'indice de perception de la corruption, le dernier rapport est de 2023. On va publier le nouveau rapport au mois de février, si je ne m'abuse, vers le août-février de cette année. Jusque-là, on ne connaît pas... De l'année passée. Oui, de 2024, sera publié cette année au mois de février. Le Rwanda, quand même, n'est pas mal classé, même si son classement, il a été classé 49e au niveau mondial, selon l'indice de perception de la corruption 2023, et avec une note de 53%, qui est quand même une note au-delà de la moyenne. Juste pour rappeler, Solange et les auditeurs, c'est que au niveau, vous l'avez introduit même lors de cette émission, aucun pays n'est sans corruption. Donc la corruption, c'est un fléau mondial. Juste pour vous donner les chiffres, la moyenne globale au niveau mondial, c'est de 43%. 43%. Ça, c'est la moyenne globale pour montrer que
au niveau mondial, la valeur ou l'état de la corruption, elle est en dessous de 50%. Pour vous dire que ça, c'est un état de corruption, je dirais, endémique. Et au niveau africain, vu qu'on parle de notre continent africain, la situation de la corruption ou la moyenne est de 33. Ce qui montre que la corruption en Afrique, elle est partout. Avoir un pays comme le Rwanda qui est classé 49e avec une note de 53%, c'est quand même encourageant, même si des étapes ou des efforts sont à faire, comme vous l'avez dit, surtout lorsqu'on se réfère sur la publication ou la recherche annuelle de Transparency International Rwanda sur l'indice rwandais de la corruption, ou en anglais Rwanda Bribery Index. Ça montre encore que nous avons certains secteurs où il y a qui sont encore vulnérables à la corruption, surtout, comme vous l'avez dit, dans l'octroi des permis de construction ou dans la construction illégale, parce que d'un côté, on parle du prestataire de service qui est le détenteur du pouvoir qui donne le service, mais aussi il y a le citoyen aussi qui veut prendre avantage d'un droit dont il n'a pas besoin lorsqu'il il donne des pots de vin. Donc on a dans ce secteur bien spécifique des risques de corruption, et les citoyens l'ont mentionné, mais aussi on peut regarder d'une manière élargie. Lorsqu'on analyse les rapports de l'auditeur général, qui est aussi une autre source d'information sur les risques de corruption, on voit aussi que dans la passation des marchés publics, les risques de corruption, ils sont là. Ce qui n'est pas différent de ce que nous avons observé dans les rapports ou les analyses qui ont été faites sur le continent africain, surtout les marchés publics ou alors même au niveau mondial. Les marchés publics, c'est un des secteurs aussi très exposés au risque de corruption parce qu'il y a beaucoup d'argent qui est échangé dans ce secteur bien spécifique. Ok, merci beaucoup. Et dans la région, le classement du Rwanda, vous avez dit au niveau mondial c'est 49e, au niveau de l'Afrique c'est 4e. Le Rwanda il est classé parmi les 4 premiers au niveau africain et il est le premier au niveau régional des pays de l'Afrique de l'Est. Mais je pense où la corruption est moindre. Ou n'est pas trop élevé. Ce classement même, ça veut dire quoi exactement? Quand on dit il est classé 49e au niveau mondial, ça on parle du Rwanda, et 4e au niveau de l'Afrique, c'est-à-dire que on classe les pays selon le niveau le plus bas de corruption. C'est-à-dire le premier pays classé, il devrait avoir. Un pays sans corruption doit avoir 100%. Ce pays n'existe pas. Alors, au fur et à mesure que les pays ont leur classement, leur score ou leur note sur 100, on dit le premier, le deuxième, le troisième, le Rwanda il est classé 49e. 49e, c'est parmi les pays les moins corrompus au niveau mondial, avec une note de 53%. Au niveau de l'Afrique de l'Est, le Rwanda, il est 4e. Au niveau de l'Afrique subsaharienne, de l'Afrique en général, le Rwanda il est 4e, alors qu'au niveau de l'Afrique de l'Est, le Rwanda, il est le pays le moins corrompu, c'est-à-dire avec une note de 53. Suivi par la Tanzanie, le Kenya, l'Ouganda et la République démocratique du Congo et le Burundi avec des notes vers la fin qui ferment la hiérarchisation de classification de Transparency International. Et le Rwanda vient après Seychelles. Il y a le Cap-Vert et Botswana. Exactement. Donc le Rwanda est le 4e. Et le 4e. Donc ça veut dire que le Seychelles, le Cap-Vert et le Botswana sont les moins corrompus que le Rwanda. Selon l'indice de perception de la corruption. Perception de la corruption de 2023. Exactement. Okay. Merci beaucoup pour ces précisions. Je vais revenir vers vous. Monsieur Kanyana, vous avez entendu les classements, les définitions. Pourquoi les pays africains
viennent dans le classement mondial, viennent dans le classement les plus éloignés, c'est-à-dire ils viennent parmi les pays les plus corrompus. Est-ce un problème peut-être c'est celui qui les a classés qui n'a pas été à leur faveur, ou c'est vraiment la réalité? Merci beaucoup pour votre question, mais permettez-moi d'entamer cette question de la corruption par la base. Étymologiquement, ça veut dire altérer, changer en mal. Et comme le disait notre aîné, il n'y a pas de moindre mal. Le moindre mal n'existe pas. Tout ce qui est mal est mal. Et lorsqu'on dit que, par exemple, soudoyer a envie d'obtenir quelque chose d'illégal, quand c'est illégal, c'est déjà générateur de conflits. Et cette génération de conflits va aboutir, si ce n'est pas bien géré, ça va aboutir à des conflits assez guerriers et à une absence de la paix. Or, tout le monde sait que l'Afrique est un continent très sujet à des conflits assez permanents. Et nous ne sommes pas responsables de nous-mêmes du point de vue corruption. Nous avons appris à noyer le poisson par ceux qui nous ont colonisés. Et nos colonisateurs ont inventé des définitions. Mais ils sont partis, pourquoi ça continue? Ah, mais ils nous ont laissé des traces dont nous ne parvenons pas à nous défaire. Nous portons la cravate aujourd'hui. Nous portons leurs vêtements. Nous parlons leur langue et dans leur vocabulaire. Vous vous rappellerez qu'en Kinyarwanda, la corruption signifie rushwa. C'est même récent, à partir du Kiswahili. Il y a du Kiswahili dedans. Mais avant ça, on parlait de Bitugukwaha. Bitugukwaha, c'est-à-dire à l'épaule et à l'aisselle. Ce sont deux points diamétralement opposés. Donc, en Kinyarwanda, c'était à la fois le contraire du contraire, mais ce n'était pas très client, parce que très peu de gens avaient besoin de services publics. Ça veut dire que les Africains ont hérité de cela des colons. Exactement. Avant les colons, il n'y avait pas de corruption. Ah, il y avait le moindre mal, si on peut le dire. Il y avait, mais ce n'était pas trop. Il y avait une corruption qui n'était pas aussi grande que celle qui vient de désigner notre aîné au niveau international. Okay. Et même la Convention africaine de lutte contre la corruption, elle est née à partir de la Convention internationale de lutte contre la corruption de 1940, à partir de 1948. Et je crois que l'Afrique, elle vient jouer un match avec le monde entier sans avoir beaucoup fait des entraînements. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous venons jouer le match selon qu'on veut que nous jouions. On veut que nous luttions contre la corruption à leur manière, alors que ce sont eux qui nous ont entraînés, qui nous ont coachés et qui nous imposent même cette même corruption. Et cela veut dire qu'il n'y a pas moyen d'échapper à cela? Non, il y a moyen d'échapper. C'est-à-dire l'Afrique, justement, je vais arriver à ce rôle des gouvernements africains. Si les Africains demeurent des bagarreurs, comme c'est le cas aujourd'hui, des bagarreurs, c'est-à-dire qu'ils refusent de mourir, ils refusent de continuer à marcher sur les sentiers bâtis de l'Occident, en matière de gouvernance, je pense qu'on va y parvenir. Je donne un seul exemple. Vous imaginez que, en fait, les pots de vin, c'est de l'argent. Et je veux parler de la monnaie. Et ce n'est pas la première fois qu'on en parle ici. La monnaie qu'on appelle CFA. Avant, c'était colonie française en Afrique. C'est devenu après coopération française en Afrique.
Et cette coopération française en Afrique, elle est plus bénéfique à la France qu'au pays qui utilise cette monnaie. Parce que cette monnaie est même frappée à Paris, elle est évaluée à Paris, et même les exportations et les fonds bancaires de 15 pays africains, c'est géré par Paris. Et en quoi cela est lié à la corruption? Le fait que la monnaie n'est pas frappée dans leur pays, que peut-être il y a une influence internationale, est-ce que ça leur empêche de lutter contre la corruption? Justement, ils ont commencé à lutter contre la corruption et le président togolais Chris Olympio a vu sa vie partir, il est mort à cause de ça. Le président du Niger, il est mort. Le président du Mali, il est mort. Le président de la Guinée, Conakry, il a risqué de mourir, il a résisté, mais il n'a pas tenu. Et très récemment, le président de la Libye, Kadhafi, il est mort pour avoir refusé, pour avoir osé parler de la monnaie unique en Afrique. Oui, mais en quoi est liée la corruption, justement? Ça veut dire que la corruption, c'est l'argent, pas devant, c'est l'argent, ou quelque... Ça peut ne pas être même en argent, ça peut être en nature. Quelqu'un, oui. Moi, je reviens à cette étymologie. Altérer, changer à mal, soudoyer, corrompre une femme, violer la femme, tout ça c'est la corruption. Alors, quand l'Afrique est violée par les premiers colons qui arrivent, qui disent que cette terre nous appartient, alors qu'il y a des propriétaires qui sont là, voilà le début de la corruption. Et on va revenir peut-être au rôle. C'est comme si moi je n'entends pas le rôle des Africains eux-mêmes. C'est comme si eux ils ne jouent aucun rôle. C'est comme si c'est quelque chose qui a été initié par l'Occident, mais que les Africains ont hérité sans pouvoir faire du bien. Quand même, ils savent le bien et le mal. Pourquoi ils ne se défait pas de cette pratique? Je vous ai dit que même aujourd'hui, nous pensons exactement comme ils veulent que nous pensions. Nous pensons dans leur langue, avec les terminologies qu'ils ont utilisées. Nous avons oublié notre propre culture de la gestion de la chose communautaire. Et lorsque nous réagissons à leur façon. Et si nous, d'ailleurs, ce sont eux qui nous évaluent, nous dirions que ce sont des arbitres du match. Nous, on tire au but, même quand le ballon passe à côté. Oui, mais si un pays comme le Rwanda, peut-être dans d'autres rapports, était loin, mais qu'aujourd'hui on voit qu'il a fait des progrès, 49e au niveau mondial, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas été colonisé. Il a été colonisé. Et alors? Mais il y a eu, comme un messie, le gouvernement actuel, depuis 1994, qui a décidé de lutter contre la corruption. Et pourquoi les autres Africains ne feraient pas de la même chose? Je vais revenir à Apollinaire, mais avant... Il commence à venir. Regardez le président du Burkina Faso. Regardez le président du Niger. Est-ce que vous savez que 1 kilo de cobalt nigérien était acheté à 0,2 € ou dollars en France, alors que le kilo au niveau mondial du cobalt était de 280 $ au niveau mondial. Mais les Niger ne faut pas aller vendre. Ils n'allaient vendre qu'à travers les exportations gérées par la France. Et vous comprenez, de 0,2 $ à 280. Est-ce qu'on peut parler de corruption ou on peut parler même de crime? Crime économique. Cette façon de prendre les États africains comme étant une propriété privée, comme étant une bille dont on peut se jouer comme on veut, c'est déjà une initiation à la corruption. Pour vous, pour lutter contre la corruption, il faut refuser de mourir. Refuser, pour nos autorités, il faut refuser de mourir. Parce que le président du Burkina Faso aujourd'hui, il sait bien que Sankara a été tué pour ça, mais il résiste. Il refuse de mourir et il veut se battre. J'espère que ça va aller.
Ok. Apollinaire, le rôle, qu'est-ce que les gouvernements doivent faire? Est-ce qu'on peut attribuer seulement la corruption en Afrique aux colons, ou bien il y a aussi le rôle des Africains? Je pense que d'un côté, je pense qu'il y a quelque chose dont je soutiens sur ce qu'il a parlé. Kanyana Bernard, sa réflexion, c'est une réflexion, je dirais, de sage. Mais lorsqu'on parle de corruption, en fait, on ne peut pas parler de corruption sans parler de mauvaise gouvernance. Je pense que ce sont deux éléments intimement liés. Mauvaise gouvernance et corruption. On devrait l'entendre dans ce contexte et essayer d'analyser la situation africaine avant d'exporter la responsabilité sur le colon. Il est vrai que le colon en a sa part de responsabilité, dans ce sens que c'est lui qui a accompagné l'Afrique dans sa route vers la gouvernance, mais malheureusement, l'être humain étant l'intérêt individuel a primé sur le collectif. Donc, je pense l'Afrique, nous avons notre part de responsabilité, parce que lorsque on regarde les différents rapports, il y a ce que Bernard a mentionné, dont je soutiens effectivement. Lorsqu'on parle des flux financiers illicites, ce sont des gros montants qui quittent l'Afrique vers les paradis fiscaux, je l'avais mentionné. Et ces flux financiers illicites, ils sont surtout tirés sur les marchés publics. Il y a des rapports qui mentionnent que 25% des ressources africaines sont détournées à travers des marchés publics, lorsqu'on sait que 30% du budget des États africains passe par les marchés publics. Donc, ça, ce n'est pas les colons. Bon, bien entendu, certains acteurs économiques des pays étrangers sont aussi actifs au niveau africain, mais sont des Africains eux aussi qui jouent le premier rôle dans ces détournements des fonds publics. Lorsqu'on parle des détournements des avoirs africains qui sont déposés sur des comptes, je dirais numérotés, je pense que vous êtes au courant, ces pays, ils ont créé des systèmes financiers qui facilitent justement ces Africains qui sont gourmands, qui n'aiment pas leur pays, qui veulent leur pouvoir économique au détriment de leurs citoyens dont ils sont censés de développer. Et il y a un rapport qui a été publié par l'ancien président, dont l'ancien président sud-africain, le rapport, on l'appelle le rapport Mbeki, il dit que 50 milliards de dollars quittent l'Afrique par le biais des flux financiers illicites chaque année. Ça, c'était un rapport de 2016. Aujourd'hui, c'est presque le double de cet argent qui quitte l'Afrique vers les paradis fiscaux. Et en même temps, on continue d'avoir des aides au développement, alors que notre capital financier, qui devrait financer par exemple les écoles, les soins de santé pour la population, l'emploi pour les jeunes, ils sont détournés vers ces pays étrangers. Donc, d'un côté, je suis d'accord avec Bernard, mais de l'autre, les Africains, nous sommes responsables de nous-mêmes. Et je soutiens ce qu'il dit. On voit un mouvement de révolte de certains leaders africains. L'exemple du Rwanda que vous avez mentionné, qui prend la corruption comme un fléau, une menace à la sécurité nationale, et effectivement c'est une menace à la sécurité nationale. Certains leaders africains qui s'opposent aux pratiques déjà en place, même si ils le font encore une fois par le biais de changement des pouvoirs par des coups d'État. Espérons qu'ils vont revenir sur l'état de droit où la population a le pouvoir de choisir ses leaders. Donc l'Afrique, bien entendu, nous sommes victimes de notre histoire, mais nous sommes aussi victimes de nous-mêmes parce que nous n'arrivons pas à apprendre de notre histoire pour
avancer vers le positif, surtout en luttant contre la corruption. Et surtout ceux qui ont le pouvoir sont ceux-là qui abusent de ce pouvoir à des fins privées. Donc l'Afrique, je pense, c'est le moment de réfléchir, de regarder en arrière, de penser de notre situation présente et de regarder vers l'avenir. Qu'est-ce que nous prévoyons pour nos générations à venir? Devraient-ils vivre ce que nos grands-parents ont vécu, ce que nous vivons aujourd'hui dans certains pays où les conflits sont permanents, l'abus de pouvoir il est réel, il est partout, la corruption est endémique, c'est la loi du plus fort. Ça, ce n'est pas la gouvernance que nous espérons, que nous aimerions. Une gouvernance... Apollinaire, qu'est-ce qui doit venir avant? Est-ce que c'est la bonne gouvernance d'abord et puis la lutte après? Donc les gouvernants qui sont conscients du problème et des conséquences, qui d'abord doivent être là, élus, travaillant pour l'intérêt public, et qui vont après prendre l'initiative pour lutter contre la corruption. Qu'est-ce qui doit venir avant? Je pense que la gouvernance... Parce que vous avez dit les deux éléments sont la gouvernance et la... C'est un petit... La lutte contre la corruption, c'est un petit élément de la gouvernance en général. Oui, oui. Je pense que si je me réfère à les indices ou les indicateurs de gouvernance tels que sont publiés par la Banque mondiale, on parle de l'état de droit, on parle du contrôle de la corruption, on parle de la transparence et de la redevabilité, on parle de la sécurité nationale. La gouvernance et la lutte contre la corruption, c'est une petite composante d'une bonne gouvernance réelle, mais quand même qui a son effet sur la vie quotidienne de la population. Donc, on ne peut pas parler de bonne gouvernance sans lutter contre la corruption, comme on ne peut pas dire lutter contre la corruption sans bonne gouvernance. Ils sont intimement liés, et les effets de la bonne gouvernance, de la lutte contre la corruption, ils sont directs, surtout sur la vie quotidienne des citoyens ordinaires africains. Merci beaucoup. Et alors, comment les Africains, les dirigeants africains, en revenant à notre thème, doivent faire pour lutter contre la corruption et prendre la corruption comme étant un fléau, comme vous l'avez dit, comme quelque chose qui dévaste même un citoyen qui l'empêche de se développer? Je pense, comme on l'a répété au début de cette émission, il y a une prise de conscience, je dirais, nationale, régionale, continentale et globale. Surtout au niveau continental, si on se limite au niveau africain, l'Union africaine, j'ai mentionné la Convention africaine de lutte contre la corruption. Et malgré ça, il y a des lois nationales qui sont en place, des institutions de lutte contre la corruption qui sont en place dans différents pays. Mais malheureusement, l'Afrique continue à être vulnérable de la corruption. Et nous avons vu qu'au niveau de l'Union africaine, il y a eu des initiatives qui ont été prises. Il y a un comité bien spécifique au niveau de l'Union africaine qui est chargé de lutter contre la corruption. Je donnerai l'exemple, par exemple, le 11 juillet, chaque année maintenant, c'est devenu une journée africaine de lutte contre la corruption. Depuis 2017, l'année 2018, l'année tout entière a été déclarée année africaine de lutte contre la corruption. On voit que ça, il y a cette prise de conscience, je dirais, continentale des effets de la corruption sur l'économie africaine, sur la gouvernance africaine. Je pense au niveau des pays aussi, tout le monde est au courant ici au Rwanda, vu que c'est notre pays où nous voyons les initiatives de lutte contre la corruption qui se passent dans notre pays. Différentes institutions organisent des semaines de lutte contre la corruption. Nous avons les institutions judiciaires, la police nationale et d'autres institutions qui sont qui sont devant dans la lutte contre la corruption, qui mènent ces campagnes de sensibilisation, de lutte, de prévention de la corruption. Donc, je pense que nous avons un réveil africain, un réveil au niveau des États,
Mais encore une fois, au regard de la situation africaine, au regard des conflits qui minent notre continent, du nord au sud, de l'est à l'ouest, on voit encore que les facteurs qui promeuvent la corruption, qui favorisent la corruption de ce passé, ils sont encore là, notamment les conflits, l'insécurité, l'abus des droits, le déni des droits humains dans pas mal de pays africains. Donc tout ça sont des facteurs qui favorisent la corruption, mais encore une fois, il est très important de féliciter, d'encourager les pays qui ont pris le devant dans la lutte contre la corruption, et notamment les pays qui sont bien classés au niveau de l'indice de perception, les Seychelles, le Cap-Vert, le Botswana, le Rwanda, l'île Maurice et d'autres pays qui montrent vraiment une volonté de lutte contre la corruption au niveau national, régional et continental. Merci beaucoup. Monsieur Bernard, quel est pour vous, si vous avez à donner des compliments à ce que Apollinaire a dit sur le rôle des dirigeants africains, quel serait leur rôle pour que, à part ce qu'il a dit, pour que vraiment l'Afrique puisse se libérer de cet héritage dont vous avez parlé, qui continue à miner la gouvernance et à aggraver la corruption? Merci beaucoup. La corruption, en fait, c'est un virus. Il n'est pas loin de celui qu'on a connu, le Covid-19. Il est dans chaque personne. Pour moi, lutter contre la corruption devrait commencer à l'école primaire, même au niveau de la maternelle. Je suis souvent intéressé à suivre les émissions à la télévision rwandaise et aux autres télévisions. Mais il y a une bonne émission, quelqu'un en a même parlé, il y a une dame qui fait une émission sur les femmes entrepreneuses. Ça s'appelle Tinyuka Urashoboye, c'est-à-dire jette-toi à l'eau, tu vas nager comme les autres. Je pense que les 4 pays qui sont en tête pour ce qui est d'écarter la corruption ne peuvent pas résister, ne peuvent pas rester en tête si on ne va pas jusqu'à la base. Quel enfant de la maternelle sente que même la cote en classe doit être méritée? Que l'enfant de la maternelle sente que jouir de la protection parentale, c'est aussi conditionné par la bonne relation entre les bons comportements, le suivi de la discipline familiale pour pouvoir mériter les avantages des parents. Si on y va progressivement, on va trouver que beaucoup d'élèves vont travailler dur pour pouvoir réussir. Et si ils réussissent, ils vont monter des classes. Mais ils réussiront en sachant qu'il ne faut pas attendre les quotes gratuites. C'est aussi une forme de corruption. De cet enfant à bas âge. Il y a aussi la corruption dans les écoles. C'est la corruption psychologique. Et on arrive. Il n'y a pas seulement la corruption psychologique. Il y a même dans des écoles, on parle des professeurs qui attendent de l'argent des étudiants pour donner la. Et aujourd'hui, RIB a même arrêté les 4 enseignants dans le district de Tiro qui enseignaient depuis tout ce temps sans diplôme, qui ont été recrutés. Comment? Certainement en soudoyant. Ils ont donné quelque chose. Il y a beaucoup d'élèves qui montent des classes. Vous avez dit, parce qu'on n'a pas beaucoup de minutes, vous avez dit qu'il faut commencer à enseigner les enfants. À éviter la corruption. Oui. Tout comportement sujet à la corruption, il faut l'éviter dans la vie. Comme on coach moi j'aime beaucoup le football. Comme on coach les joueurs de football, les ballons doivent passer entre les trois fers et aller jusqu'au filet pour accepter que c'est un but. Il faut que nous apprenions cette discipline. Et cette discipline,
elle est gérée par la tactique de l'entraîneur, elle est gérée par les dribbles des joueurs, elle est gérée par les tirs au but, elle est gérée par la solidarité entre les joueurs de l'équipe. Et ils sont tous tournés vers la victoire. Si tous les Rwandais suivent la méthode de lutte contre la corruption, comme notre leader, notre entraîneur, notre coach, je crois qu'on va arriver même à... Ça, c'est au niveau du Rwanda. Oui. Maintenant, au niveau de la... Vous avez parlé d'enseigner au niveau des écoles, mais tout le monde peut-être ne va pas à l'école. Il y a même des gens qui sont déjà une grande personne. Comment eux, ils vont apprendre des méfaits de la corruption? Nous ne parlons pas seulement au Rwanda, mais au niveau de l'Afrique. La pédagogie inclusive, ce qui se passe encore, arrive nécessairement. Vous avez déjà constaté que quand votre enfant a appris quelque chose en classe, si vous êtes coopérant avec lui, vous le transmettez et vous devez le vivre. Si vous aimez votre enfant, vous devez le vivre. D'ailleurs, regardez ce qui se passe. Tous les enfants de ce pays vont à l'école chaussés, propres, en cravate, et avec des tricots, et avec des sacs à dos et tout et tout. Pourquoi? Parce qu'on les a initiés comme ça. C'est vous les parents qui leur faites ça. Donc c'est l'éducation. Pourquoi vous ne pouvez pas entrer au niveau de la pensée de cet enfant? Comme vous le faites matériellement, vous y allez psychologiquement dans la lutte contre la corruption. Ça, c'est une méthode qui peut commencer maintenant. Mais puisque nous sommes en train de parler de la corruption maintenant, avec ceux qui sont déjà là, qui sont corrompus, ou qui veulent faire la corruption, ou qui acceptent même de donner la corruption, qu'est-ce qui doit être fait? Ceux-là qui sont déjà corrompus, ils sont déjà malades, il faut les soigner autrement. Comment? Peut-être par des interventions chirurgicales, c'est un cancer. Les emprisonnés. C'est un cancer. C'est vraiment un cancer. Je vous donne un seul exemple. Il y a eu un président dans notre région ici qui a été le tout premier à avoir le montant de 1 milliard de dollars sur ce continent africain. Chez lui, il n'y avait pas 100 km de nouvelles routes, à part celles laissées par les colons. Et ces héritiers aujourd'hui n'ont même pas $1 de cet argent. Ça veut dire que je reviens à l'Occident. Vous m'excuserez, je ne responsabilise pas l'Occident. Mais quand on a jeté un poison dans une bouteille, toute la bouteille est déjà empoisonnée. Celui qui l'a jeté a donné du poison. C'est l'Occident qui a empoisonné l'Afrique. Moi, je vais par exemple à l'aide au développement. On nous dit aide au développement, on vous dit par exemple nous envoyons $1000, mais de ces $1000 vous percevez seulement $20. Le reste ce sont des biens d'équipement et les experts qui accompagnent ces $1000 dans leur projet. Et ils touchent. Moi j'ai travaillé dans un projet de la Croix-Rouge de Belgique. Je percevais 35 000 francs, mais les logisticiens que moi je payais et que je gérais touchaient à peu près 70 fois plus que mon salaire. Et ils étaient véhiculés et logés. Moi je devais me loger, je n'avais pas de voiture. Donc cet argent devrait être remboursé. Et il avait déjà été remboursé avant même d'être utilisé. Et pour refuser cela, il faut que les Africains aient des moyens, leurs propres moyens. Leur moyen, je vous ai dit, c'est la fermeté dans la lutte. Refuser de mourir. Mourir, ce n'est pas confondre la tête, mais refuser de continuer à marcher sur les sentiers battus de la corruption, comme a dit notre aîné. Refuser ça. Et aujourd'hui, le courant est lancé. Je crois que l'Afrique va y aller. Et le rôle des médias dans tout ça? Le rôle des médias, justement, que les médias nous aident avec cette pédagogie depuis la maternelle, qu'à la télévision, qu'à la radio, on parle des méfaits de la corruption, que les gens fassent des films, parce que beaucoup de familles aiment les films à la télévision, que ces films soient joués de manière à démontrer que la corruption est maléfique et destructrice. Je crois que
Le peuple n'est pas très difficile à instruire. C'est nous les intellectuels, nous les instruits, qui pensons que nous sommes au-dessus de la mêlée et nous pouvons nous permettre beaucoup de choses. Mais le peuple obéit. S'il voit à la télévision pendant une année, 2 ans, la lutte contre la corruption, on va changer. Ils vont changer. On prend aussi, je viens de suivre que le rapport de transparence Rwanda concerne la corruption au sein des autorisations de bâtir. C'est un des secteurs. C'est un des secteurs. Mais cette histoire-là, je souffre que ce soit aujourd'hui qu'on le constate. Ça devait exister depuis 10 ans. Depuis 10 ans, les gens se plaignent. Mais quand on se plaint et que le secrétaire exécutif de Akagali, le secrétaire exécutif de Umurengue, les maires de district ne s'y investissent pas, vous n'allez rien découvrir, on va cacher. Et c'est comme ça que vous voyez des Donc les médias doivent aussi dénoncer ces pratiques. Les médias devraient dénoncer cette pratique. Même les enfants dénoncent cette pratique à la maison, ce qu'ils ont vu à l'école. Merci beaucoup. Et parlant des rôles des médias, est-ce que les médias sont aussi bien équipés, je vais dire, en termes de connaissances pour pouvoir faire des reportages, pour couvrir des sujets en rapport avec la corruption? Est-ce que vous avez des activités peut-être qui sont menées pour renforcer les connaissances des médias, des journalistes en matière de corruption? Merci bien de la question. Peut-être j'aimerais renforcer ce que Bernard a dit. Quoi faire? Qu'est-ce qu'on peut faire pour lutter contre la corruption au niveau africain? Nous sommes... Peut-être avant que vous nous répondiez, s'il y a quelqu'un qui veut partager avec nous quelque chose, poser une question ou nous appeler et partager par rapport au thème d'aujourd'hui, le rôle des gouvernements africains dans la lutte contre la corruption, vous pouvez nous appeler. Il y a le numéro qui va s'afficher sur l'écran et on va vous recevoir. Donc, ce qui doit être fait... Je disais que normalement, on aime... Lorsqu'on parle de corruption, il y a d'autres appellations qu'on utilise pour parler de corruption. On parle des dessous de table. Ça veut dire que la corruption se passe dans la discrétion. Et dans notre analyse, la corruption... En cachette. En cachette, exactement. Et la corruption se passe lorsqu'il n'y a pas de transparence, lorsqu'il n'y a pas de redevabilité, ou lorsque c'est la monopolie de la personne qui y a le pouvoir. Donc, les médias sont des acteurs clés pour pouvoir contribuer à démasquer ces corrompus qui travaillent dans l'incognito, dans une sphère fermée, connue par eux-mêmes et leurs corrupteurs. Donc les médias doivent vraiment, ils ont un rôle principal à jouer. Surtout que dans le rôle des médias, il y a différentes activités que les médias peuvent faire. Il y a des investigations sur les informations cachées qu'on a l'habitude d'appeler les journalismes d'investigation. Ils peuvent détecter et mettre au grand public une situation dans une institution quelconque où il y a des suspicions de corruption. Mais aussi, les journalistes et les médias doivent aussi prêcher par l'exemple. Donc, ils doivent être vraiment intègres dans leur métier de reportage ou de dénonciation pour qu'ils ne soient pas portés, qu'ils ne soient pas questionnés sur les informations qu'ils divulguent ou les pratiques qu'ils font. Donc, d'un côté, ils ont le mandat de pouvoir aider à publier l'information sur des pratiques quelconques, mais aussi ils ont le devoir de pouvoir vivre ou adhérer à l'intégrité dans le professionnalisme. On a vu dans le passé certains journalistes qui pouvaient publier des informations aussi sous conditions
sous certaines conditions, soit ils sont payés pour publier une information ou pour ne pas publier. Ou blackmailing, ou diffuser l'information qui altère l'image de la personne si elle n'a pas donné quelque chose. Donc, ce genre de journalisme, ce n'est pas celui-là qui va aider à pouvoir lutter contre la corruption, mais aussi, comme vous l'avez dit, la lutte contre la corruption ou le travail de lutte contre la corruption demande certaines connaissances. C'est très important que les journalistes soient informés sur certaines pratiques d'investigation sur les pratiques de corruption, d'engagement avec les acteurs qui donnent l'information. Parce que dans certains pays, par exemple, s'il n'y a pas de loi de protection des informateurs, le travail des journalistes sera un tout petit peu affecté. Donc il y a pas mal de préconditions qui sont nécessaires pour que le travail des journalistes puisse contribuer à lutter contre la corruption. Mais d'une manière générale, le journalisme, les médias sont des acteurs clés dans la lutte contre la corruption. Mais pour qu'ils puissent faire leur travail, il y a aussi des préconditions. C'est ce que je parlais tout à l'heure. L'environnement politique de la gouvernance nationale, régionale, est-il favorable au travail des médias? En anglais, on aime utiliser civic space. Comment est-ce que l'espace civique est ouvert pour le citoyen ordinaire, pour les médias, les acteurs des médias, pour d'autres personnes qui veulent dénoncer la corruption qui se passe ici et là. Donc il faut qu'il y ait des lois qui favorisent la population à s'exprimer, mais aussi des lois qui punissent sévèrement, comme il disait Bernard, que ces gens-là méritent d'être amenés à l'hôpital, mais je ne pense pas qu'il y a normalement des lois qui punissent les gens qui sont impliqués dans la corruption. La tolérance zéro, comme on en a l'habitude d'en parler ici au Rwanda, pour qu'il n'y ait pas de poids et de mesure, le petit citoyen qui est attrapé en payant ou en recevant 1000 francs rwandais par rapport à un grand politicien exposé qui a détourné 1 milliard. Il faut qu'il n'y ait pas de poids et de mesure. Il faut que la loi soit équitablement appliquée à tous les deux selon qu'ils sont jugés de corruption par les tribunaux compétents. Merci beaucoup. Donc, c'est la fin de notre émission. Nous avons parlé du rôle des gouvernements dans la lutte contre la propagation de la corruption. Nous avons parlé aussi des rôles des médias et d'autres parties prenantes, comme M. Apollinaire vient de le dire. Il n'y a pas seulement les médias, tout le monde, la société civile, le secteur privé, le secteur public. Vous avez d'ailleurs... j'ai vu les résultats de Rwanda Barber Index. On parle aussi de corruption dans le secteur privé. Ce n'est pas seulement quelque chose qui est lié au secteur public, c'est aussi dans tous les secteurs que vous avez mentionné qu'ils doivent être impliqués et comprendre que la corruption ne doit pas être tolérée. Merci beaucoup, M. Bernard, de votre participation. D'accord. Merci à M. Apollinaire de votre participation. Je pense que la plupart des personnes ont appris beaucoup sur la corruption. Du reste, vous pouvez aller consulter ces différents rapports publiés par Transparency International, que ce soit sur le Rwanda, sur l'Afrique au niveau global. Vous allez apprendre beaucoup d'autres informations. Mais l'objectif de cette émission, c'est de renforcer un leadership qui a un impact sur la société, comme le nom l'indique. Merci beaucoup, chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, vous qui nous suivez depuis partout en Afrique. On espère que l'émission vous a plu et qu'il sera toujours sur YouTube. Vous pouvez toujours continuer à discuter de ce sujet et y laisser vos commentaires. On va y revenir dans d'autres émissions. Merci beaucoup. Moi, c'était Solange Ayano. Au revoir, à mardi prochain.